Le soir où mon frère s'est levé lors de son dîner de promotion et m'a désigné du doigt de l'autre côté de la table, j'ai eu le choix. Je pouvais le laisser finir ou je pouvais partir. Je suis restée. L'expression sur son visage quand le PDG s'est raclé la gorge et a dit « En fait, Kevin, je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos de votre sœur. » J'aurais voulu dire que je n'ai rien ressenti, mais ce serait mentir. J'ai tout ressenti. Mon frère Kevin avait toujours été celui dont notre famille parlait à Noël. Celui dont notre mère encadrait des photos et les accrochait au mur du salon. Celui que notre père présentait aux inconnus à l'église avec cette intonation si particulière. Cette fierté qui ne coûtait rien, mais qui valait tout pour l'enfant qui la recevait. Kevin a obtenu son MBA à 32 ans. Kevin a épousé une femme que nos parents adoraient. Kevin est devenu vice-président chez Hartwell Consumer Goods avant ses 40 ans, raison pour laquelle nous étions tous assis dans le salon privé de la brasserie 44 un jeudi soir de novembre, à trinquer avec un cabernet qui coûtait plus cher la bouteille que ce que je gagnais en une journée à astiquer les plaintes des autres. Du moins, c'est ce que ma famille croyait de mes journées. J'étais venue au restaurant avec ma camionnette de travail, la blanche avec le panneau magnétique sur le côté. L'enseigne « Brightside Home Service » était écrite en lettres bleues. Je l'ai décollée avant de confier ma voiture au voiturier. Une vieille habitude. Non pas que j'en ai honte, mais parce qu'avec des années d'observation discrète, j'avais appris que les gens vous traitent différemment une fois qu'ils ont une idée de qui vous êtes. Je préférais maîtriser le moment de cette décision. Le voiturier avait à peine jeté un coup d'œil à la camionnette. À l'intérieur, l'hôtesse m'a conduite à travers une pièce qui sentait le bois ancien et le beurre fondu, en passant devant des tables où des gens arboraient leur assurance comme des manteaux de luxe. Je portais une robe achetée 3 ans plus tôt pour un congrès à Phoenix. Elle m'allait encore. C'était une petite victoire. Kevin était déjà là à mon arrivée, posté près du bar avec sa femme Michelle et 2 de ses collègues qui riaient de quelque chose que je n'avais pas entendu. Il m'a aperçu et son expression a brièvement changé, pas méchamment à proprement parler, mais comme un homme qui réorganise mentalement les meubles d'une pièce qu'il ne s'attendait pas à partager. « Tu es arrivé », a-t-il dit en se penchant pour une demi-accolade. Je n'étais pas sûre de pouvoir te voir avec ton emploi du temps. J'ai réarrangé quelques trucs, dis-je. Il hocha la tête, comme on hoche la tête quand on n'écoute pas vraiment. Michel me serra plus fort dans ses bras et me dit que mes boucles d'oreilles étaient jolies. Je la remerciai sincèrement. Michel avait toujours été le tampon entre Kevin et cette version de moi qu'il n'arrivait pas à cerner. Nos parents arrivèrent 12 minutes plus tard avec la sœur de notre mère, tante Carole, qui vivait chaque réunion de famille comme une réunion qu'elle redoutait et à laquelle elle assistait depuis 40 ans. Elle me prit dans ses bras, une étreinte qui sentait la lavande et le bang, et me dit « Rachel, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Tu manges assez ? Je vais bien, tante Carole. Tu travailles encore trop. » Elle me tapota la joue. « Ton frère a l'air en pleine forme, n'est-ce pas ? Vice-président, tu te rends compte ? Ton père est fou de joie. » Je regardais mon père de l'autre côté de la pièce, observant Kevin serrer la main d'un homme en costume gris anthracite, et je compris exactement ce que tante Carole voulait dire. Il rayonnait. Il avait la main sur l'épaule de Kevin et approuvait d'un signe de tête une conversation qu'il ne comprenait probablement qu'à moitié. Mais la fierté qui émanait de lui était si sincère que c'en était presque difficile à regarder. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que mon père m'avait regardé ainsi. En fait, si. J'avais 9 ans et j'avais gagné un concours d'orthographe. Le dîner commença à 19h30. La salle privée pouvait accueillir 16 personnes. L'équipe directe de Kevin, son patron Gareth Hutchkin et sa femme, et notre famille, installée à l'autre bout de la table comme un pays à part. J'étais assise entre tante Carole et un cousin que je connaissais à peine et qui passa la majeure partie du repas les yeux rivés sur son téléphone. Le repas était excellent. Je n'en ai rien dit. Je connaissais le chef exécutif. Je l'avais débauché d'un restaurant de Denver 2 ans auparavant. Je savourais simplement le saumon, écoutant les conversations animées des collègues de Kevin, les questions bienveillantes de notre mère sur les petits-enfants et les théories de tante Carole sur les caprices du temps ces derniers temps. Puis Kevin se leva. J'ai senti le changement dans la pièce avant même qu'il ne lève son verre. Ces moments ont une énergie particulière. Ceux qui savent qu'un discours va être prononcé se penchent légèrement en arrière, s'installent confortablement, et adoptent une expression attentive et chaleureuse. Kevin avait toujours été à l'aise devant un public. Il portait des toasts depuis l'âge de 23 ans. Je voudrais juste dire quelques mots,
dit-il en souriant autour de la table. Cette soirée me semblait un peu irréelle, et je voulais la marquer d'une manière ou d'une autre. Hartwell est ma maison depuis 11 ans. Obtenir cette promotion, c'est l'aboutissement d'un travail discret mené depuis presque toujours, et vous avoir tous ici pour la célébrer. Il marqua une pause, et pendant un instant, il parut sincèrement ému. Des applaudissements chaleureux et sincères parcoururent la table. Je tiens également à remercier ma famille, poursuivit Kevin, son regard glissant vers nous. Il sourit à nos parents, qui semblaient prêts à s'envoler de leur chaise. Il fit un signe de tête à Michel. Puis son regard se posa sur moi, et je perçus une légère modification dans son expression, cette même petite réajustement qu'ils avaient faite plus tôt. Sauf que maintenant, il y avait un public, et Kevin avait toujours été plus à l'aise devant une audience. Ma sœur Rachel est parmi nous ce soir, annonça-t-il, et je sentis tous les regards se tourner vers moi. Elle dirige une entreprise de nettoyage, un travail honnête, vous savez. Rachel a toujours été du genre à ne pas avoir peur de se salir les mains. Il rit doucement, et quelques collègues l'imitèrent. Ce rire automatique qui emplit l'espace créé par une personne en position d'autorité. Je crois que certains sont faits pour ça, n'est-ce pas? Et d'autres pour les salles de réunion. Nos parents représentaient les deux. Je tenais mon verre, impassible. Ma mère la regardait. Elle savait l'effet que ça avait eu. Ce n'était pas une femme cruelle. Elle n'avait simplement jamais appris à arrêter Kevin une fois qu'il avait pris son élan. Mon père rit. Un petit rire discret, de ceux qu'on pousse quand on connaît déjà la chute et qu'on n'a plus l'énergie de se demander pourquoi ça nous dérange que ce soit aux dépens de quelqu'un d'autre. Gareth Hutchkin, le PDG de Kevin, me regardait avec une expression que je reconnaissais. Pas de la pitié, mais du malaise, celui qu'on ressent quand une personne en position d'autorité est témoin d'une situation qui détonne et qu'elle hésite à intervenir. Je secouai la tête à peine. Pas encore, dit-il en clignant des yeux. Puis, à son crédit, il se reprit et retourna à son verre de vin. Kevin termina son toast sans autre incident. La table applaudit de nouveau. Michel lui toucha le bras lorsqu'il s'assit et lui sourit avec une chaleur que j'eus du mal à lui reprocher, car Michel aimait sincèrement mon frère et on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir vu ce qu'on ne lui avait jamais montré. Après le dîner, tandis que la table alors que nous prenions le temps de bavarder un peu plus pendant le dessert, tante Carole s'est penchée vers moi et m'a dit doucement « Tu sais, il ne le fait pas exprès. » Je sais, ai-je répondu. Il est fier de lui. Il comprend juste tante Carole. J'ai touché sa main. Ça va. Et c'était vrai. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas l'humiliation cuisante que j'aurais pu éprouver 10 ans plus tôt. Ce n'était même pas de la colère à proprement parler. C'était ce calme particulier qui n'est du fait de savoir quelque chose que les autres ignorent encore, à force de garder un secret si longtemps que son poids devient banal. Je portais ce fardeau depuis 3 ans. Ce soir, je le déposais. Après le dessert, je me suis excusée et suis sortie dans le couloir près du vestiaire, en sortant mon téléphone pour envoyer un simple SMS. On termine. Tu es prête? La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Quand tu veux. Je suis retournée à table, j'ai commandé un café et j'ai attendu. Ce que ma famille savait de moi. J'avais 38 ans, j'étais divorcée, sans enfant, et je vivais dans une maison de 2 chambres à l'est de la ville. J'avais lancé une entreprise de nettoyage à domicile au début de la trentaine, que ma mère appelait « la petite entreprise de Rachel », sur le même ton qu'elle employait pour le stand de limonade du fils de Kevin. Je conduisais une camionnette blanche. Je portais des chaussures confortables. J'apportais du vin pour les fêtes et repartais tôt car je travaillais toujours de bonne heure le lendemain matin. Ce que ma famille ignorait, c'est que Brightside Home Service n'était pas une petite entreprise. C'était une franchise régionale avec 47 points de vente répartis dans 9 États, 212 employés à temps plein et un chiffre d'affaires annuel brut d'un peu moins de 18 millions de dollars. Je l'avais bâti à partir de 1 200 $ et d'une cireuse à parquet d'occasion, dans la chambre d'amis de mon premier appartement, 7 ans après mon divorce. 4 ans après avoir jeté ma candidature pour un MBA du soir à la poubelle parce que mon ex-mari m'avait dit que je n'étais pas ambitieuse. J'étais ambitieuse. Je n'avais juste pas besoin que ça se sache pendant que je construisais mon entreprise. Le restaurant où nous étions assis, la Brasserie 44, était l'un des 3 restaurants haut de gamme que j'avais acquis comme investissement passif au fil des ans. Ces 4 dernières années, via une société holding appelée Clearwater Group, la société de Kevin avait organisé 3 dîners clients ici au cours des 18 derniers mois.
J'avais moi-même examiné les demandes de réservation, non pas parce que j'y avais donné suite, mais parce que l'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Lorsqu'Hartwell Consumer Goods a commencé à rechercher de nouveaux partenaires financiers il y a 2 ans, Clearwater Group figurait parmi les investisseurs approchés. Nous avions alors pris une participation de 14%. Fin 2018, grâce à une offre secondaire, nous détenions 19%, suffisamment pour avoir notre mot à dire lors des décisions importantes en matière de capital. Pas assez pour figurer dans aucune base de données que Kevin aurait songé à consulter. Il n'avait d'ailleurs jamais cherché. Pourquoi l'aurait-il fait? Sa sœur dirigeait une entreprise de nettoyage. Gareth Hutchkin savait qui j'étais depuis 8 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'un sommet d'affaires régional à Charlotte, où je présentais une conférence sur le développement de franchises et où il participait à une table ronde sur la distribution de biens de consommation. Nous avions discuté pendant 40 minutes autour d'un café, une conversation qui s'était terminée par un regard de sa part, arborant une expression que je reconnaissais, celle-là même que les gens ont quand ils se rendirent compte qu'ils avaient gravement sous-estimé quelqu'un et recalculaient la situation à toute vitesse. « Kevin Mitchell est ton frère ?» demanda-t-il, sans vraiment poser de questions. « Oui. Est-ce qu'il est au courant ? » ? « Non. » Un silence. « Est-ce qu'il est au courant pour Clearwater ? » ?»« Il sait que je fais le ménage, » répondis-je. Gareth resta silencieux un long moment. « Ça te dérange ? » ?»« Oui, » dis-je. Pendant un temps. Je lui avais tout raconté cet après-midi-là, en partie parce que j'avais confiance en lui. C'était le genre d'homme qui comprenait ce que cela coûtait à une femme de construire quelque chose discrètement, sans permission ni applaudissement. Et en partie parce que je portais le poids de ma double vie depuis si longtemps que le poser, même temporairement, avec une seule personne, me semblait nécessaire. Nous étions restés en contact. Il n'en avait jamais parlé à Kevin. Je ne lui avais pas demandé de ne rien dire. Il avait simplement compris. Ce soir, à mon message, il comprit à nouveau. J'étais de retour à table, à la moitié de mon café, quand Gareth se leva. Avant que tout le monde parte, dit-il d'une voix empreinte de l'autorité naturelle d'un homme habitué au silence qui s'installe lorsqu'il prend la parole. Je voudrais ajouter quelque chose. Kevin. Il sourit, détendu. Il s'attendait sans doute à une nouvelle salve de félicitations. La promotion de Kevin est amplement méritée, dit Gareth. C'est un leader solide et une personne vraiment bien. Et Hartwell est meilleur grâce à lui. C'est indéniable. Il marqua une pause. Mais je tiens à revenir sur un point évoqué plus tôt ce soir, car je pense que le contexte est important et je ne crois pas qu'il faille laisser les choses en l'état quand on peut les rectifier. Un silence pesant s'installa autour de la table. Le sourire de Kevin laissait entrevoir une certaine incertitude. Kevin a mentionné l'entreprise de sa sœur ce soir, poursuivit Gareth, son regard croisant brièvement le mien avant de se fixer au centre de la table, d'un air neutre et égal. J'ai le plaisir de connaître Rachel depuis environ 8 mois. Je sais ce qu'elle a construit, et je pense que sa famille mérite de le savoir aussi. Ma mère avait retenu son souffle. Je pouvais le voir de l'autre côté de la table. Ce silence particulier qui précède l'expiration. Brightside Home Service est présente dans 9 États. Gareth précisa que le modèle de franchise développé par Rachel avait été cité à 2 reprises dans des publications spécialisées sur le développement des petites entreprises. Clearwater Group, sa société holding, est actionnaire minoritaire dans plusieurs entreprises, dont Hartwell Consumer Goods, dont il jeta un coup d'œil à mon frère. Kevin émit un son que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Rachel fait partie de notre cercle consultatif informel d'investisseurs depuis 2 ans. Gareth a dit qu'elle avait assisté à des réunions où se prenaient les décisions concernant cette entreprise et qu'elle ne s'était jamais présentée comme « votre sœur Kevin », ce qui en dit long sur son professionnalisme. Il prit son verre. Je pense simplement que cela mérite d'être su. Le silence qui suivit était lourd de sens. On pouvait sentir les gens réfléchir, recalculer. Kevin me fixait. Son visage avait rapidement exprimé plusieurs émotions, la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose de plus difficile à nommer. Pas de la honte à proprement parler, mais quelque chose qui la précédait. Mon père avait posé sa fourchette. Il me regardait comme on regarde un meuble devant lequel on passe sans s'arrêter depuis des années, quand quelqu'un vous dit que c'est une antiquité. Ma mère plaqua ses 2 mains à plat sur la nappe, comme si elle avait besoin de se tenir à quelque chose. Tante Carole dit très doucement « Oh mon Dieu !»
Michel tendit la main et posa la sienne sur le bras de Kevin. Il ne bougea pas. Je finis mon café. Je posai délicatement la tasse. Je regardai mon frère. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, lui dis-je d'une voix calme et posée. Pas froide. Je ne voulais pas qu'elle soit froide. Juste calme. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Rachel. Commença-t-il. Je sais, répétai-je pour ne pas l'interrompre. Justement parce que je le savais, parce que je connaissais la nature exacte de ce qu'il ressentait, car j'avais imaginé ce moment sous tellement de variantes que j'en avais cartographié toutes les versions possibles. Le choc, le bouleversement, l'humiliation particulière de découvrir que la personne que j'avais le plus catégoriquement ignorée m'avait observé en silence, avec bien plus d'informations que je ne l'avais jamais imaginé. Le trajet dura 40 minutes. J'avais parcouru 3 kilomètres quand mon téléphone sonna. Kevin. Je laissai sonner. Puis ma mère. Je laissai sonner aussi. Deuxièmement, je ne les punissais pas. Je donnais à chacun, moi y compris, la nuit pour digérer ce qui s'était passé avant d'essayer de mettre des mots dessus. J'avais appris à mes dépens que les conversations de l'heure qui suit une révélation sont rarement les plus importantes. Ma maison était silencieuse à mon retour. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis changée et je me suis assise sur la véranda avec le chat du voisin, qui apparaissait de temps à autre sur le perron, tel un petit conseiller indifférent. La nuit était froide et claire. Je pouvais distinguer quelques étoiles au-dessus de la cime des arbres. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, car ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pendant 3 ans, j'avais imaginé cette nuit, celle où ma famille comprendrait enfin toute l'histoire. Dans cette version fantasmée, je m'étais toujours sentie victorieuse, comblée, comme un puzzle enfin assemblé. En réalité, j'ai ressenti de la fatigue et autre chose, qu'il m'a fallu quelques minutes pour identifier. De la tristesse, peut-être. Pas pour moi. Pendant des années, nous avions subi une dynamique que personne n'avait jamais remise en question, car cela aurait exigé que quelqu'un admette le prix que cela m'avait coûté. Et personne dans ma famille n'était prêt à le faire. Mon frère n'était pas un mauvais homme. C'était. Le plus compliqué, c'était de se retrouver avec un rôle d'enfant prodige, de valeur sûre. Il l'avait endossé si naturellement, si jeune, qu'on ne lui avait jamais demandé de se pencher sur ce que ce rôle impliquait pour son entourage. Ce n'est pas de l'innocence. Mais ce n'est pas de la malice. Je n'avais pas dit la vérité pendant 3 ans, car j'avais justement peur de ça. Des bouleversements, des appels gênants, des dîners de famille où chacun se comporterait différemment avec moi. Une prudence qui créerait une distance inattendue. Je m'étais tue parce que le silence m'était familier, et parce que j'avais besoin de savoir que ce que je construisais était réel, authentique, fondé sur le talent, le travail et cette obstination propre à ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'étaient pas ambitieux, avant même que quiconque puisse donner son avis. La première fois que j'ai essayé d'en parler à ma famille, j'avais 32 ans. 3 mois après mon divorce, lorsque j'avais décroché mon premier contrat de nettoyage commercial, un petit immeuble de bureau de 110 mètres carrés. 3 jours par semaine, j'appelais ma mère pour lui annoncer ma joie, comme on l'est quand on a accompli quelque chose de concret pour la première fois, entièrement par soi-même. « C'est merveilleux, ma chérie, disait-elle. Ton frère vient d'être promu. Je t'ai dit qu'il allait devenir directeur régional? C'est formidable, non? Je n'ai pas réessayé. Kevin a appelé 3 fois de plus avant minuit. J'ai fini par décrocher au 4e appel. Salut, dit-il. Sa voix avait cette intonation particulière de quelqu'un qui a répété ses phrases et qui a finalement décidé d'improviser. Salut, ça fait 2 heures que je suis assis ici à essayer de trouver quoi te dire. Un silence. Je ne l'ai pas encore. Tu n'as pas besoin de le savoir ce soir, Rachel. Il s'arrêta. Puis reprit. Ce que j'ai dit au dîner. Je sais. Je le dis depuis toujours, sous différentes formes. Il semblait parler avec précaution, comme s'il articulait avec une extrême délicatesse. Et tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire, Kevin? Le silence s'étira. Honnête et pesant. Je ne sais pas, admit-il. Je ne sais pas ce que j'en aurais fait si tu l'avais su. C'était la chose la plus sincère que mon frère m'ait dite depuis des années, et nous le savions tous les deux. On peut en parler, lui dis-je. Pas ce soir, mais on peut en parler. Il répondit, d'accord. Nous nous sommes souhaité bonne nuit.
Je suis restée sur le porche jusqu'à ce que le chat s'ennuie et parte. Puis je suis rentrée, et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Les semaines qui ont suivi furent imparfaites et authentiques, comme le sont toujours les changements. Mon père m'a appelé un dimanche matin, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, et m'a demandé de lui expliquer l'entreprise. Pas dans un but commercial, sans chercher à tirer profit de quoi que ce soit. Il posait la question comme on le fait quand on essaie sincèrement de comprendre comment on a pu passer à côté de quelque chose d'important alors qu'on était tout près de l'essentiel pendant si longtemps. Je suis restée assise avec lui pendant 2 heures à la table de la cuisine et je lui ai tout expliqué, du premier contrat jusqu'au groupe Clearwater, tandis que ma mère remplissait nos tasses de café et écoutait depuis l'embrasure de la porte. Elle ne disait pas grand-chose, mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a pris mon visage entre ses mains comme elle le faisait quand j'étais petite et m'a dit « Je suis fière de toi, Rachel, et de la simplicité de tout ça. » Cette simplicité, sans astérisque, sans détour pour mettre en avant la réussite de quelqu'un d'autre, m'a touchée au plus profond de moi. Kevin et moi avons dîné ensemble, tous les deux, dans un petit restaurant près de chez lui, 3 semaines après la soirée à la brasserie 44. Il a commandé un club sandwich et a passé les 20 premières minutes à me poser des questions sur le modèle de la franchise. Des questions si pertinentes qu'elles me laissaient penser qu'il s'était documenté avant de venir. Puis il a posé son sandwich et m'a regardé. « Je veux m'excuser », a-t-il dit. Pas seulement pour le dîner, mais pour toute cette histoire, pour toutes ces années. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Je sais. Je t'ai rabaissé. Dans ma tête, devant tout le monde, il a secoué la tête. Je crois que j'avais besoin que tu sois plus petite. Je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais je sais que c'est vrai. Cela disait quelque chose de difficile. Et aussi quelque chose d'humain. Mon frère n'était pas le premier à avoir besoin d'un repoussoir, de quelqu'un qui contraste avec son propre succès pour que celui-ci puisse conserver tout son éclat. C'est quelque chose que l'on fait sans le vouloir, et le mal que cela peut faire est bien réel, même sans intention. Je ne te l'ai pas dit. J'ai dit que j'avais des raisons, mais j'ai aussi laissé traîner les choses plus longtemps que nécessaire. C'est aussi de ma faute. Tu n'aurais pas dû avoir besoin d'une raison. Il a dit non. J'ai dit que je n'aurais pas dû. On est resté là à y réfléchir un instant, sans essayer de réparer les choses, juste en acceptant la situation. Ce que j'ai compris au moment où le restaurant se vidait autour de nous, c'est que le soulagement que j'avais recherché, cette révélation, ce moment où je me sentais enfin pleinement compris, n'avait jamais vraiment concerné l'argent ou les affaires. J'avais bâti Brightside et Clearwater pour mes propres raisons. J'avais besoin de savoir que j'en étais capable, car les paroles de David sur la salle de réunion m'étaient restées en travers de la gorge comme une écharde que j'avais dû enlever à main nue. La satisfaction était réelle, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était plus simple et plus ancien. Je voulais que ma famille me voie telle que j'étais. Pas l'entreprise, pas les chiffres, ni les participations, ni les contrats de franchise. Moi, Rachel, la femme qui avait passé 38 ans à leur table, absorbant leur affection discrète et leurs appréciations attentives, devenant peu à peu bien plus que ce qu'ils avaient jamais osé demander. En rentrant de dîner avec Kevin, je me suis arrêtée à l'épicerie pour une de ces courses banales qui, autrefois, paraissaient insignifiantes, mais qui, ces derniers temps, prenaient une toute autre dimension. J'étais dans le rayon des céréales quand mon téléphone a vibré. Un message de Gareth. Le conseil d'administration avait approuvé le nouveau projet pilote de distribution. Ton intuition était juste. Bien vu. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et suis restée là un instant, sous la lumière fluorescente, entre les Cheerios et le granola, et je me suis laissée envahir par cette sensation. Pas de la fierté, mais quelque chose de plus discret et de plus profond. La satisfaction particulière de celle qui a accompli le travail, qui a bâti l'édifice, qui est restée persévérante dans l'adversité et qui a gardé ses secrets quand son entourage manquait de clairvoyance. Certains ne comprendront jamais pourquoi je suis restée silencieuse si longtemps. Ils diront que j'aurais dû prendre la parole plus tôt, parler plus fort, me faire connaître. Peut-être. Mais voici ce que je sais du silence. Il n'est pas seulement le langage de ceux qui ont abandonné. Parfois, il est la patience de celles qui cherchent encore le bon moment pour se révéler. J'avais pris ma décision, et le diplôme, ou quel que soit le titre que j'avais mis 7 ans à obtenir dans des salles que ma famille n'avait jamais vues, n'avait jamais tremblé entre mes mains.